Donc si vous êtes développeur, vous avez un petit bagage technique, est-ce que vous pouvez lever la main? D'accord, on va pouvoir y aller à fond. Alors les autres, on se retrouve là. Voilà, pour me présenter, je m'appelle Gilles Foudat. Mon parcours, c'est le suivant. D'abord, j'étais chercheur à l'INRIA pendant près de 15 ans, en système distribué et système parallèle. Et puis ensuite, depuis 2 ans, j'ai co-créé cette société, démarré ce projet qui s'appelle AIEXEC et qui vise à créer une place de marché décentralisée pour la ressource informatique. Donc l'idée de cette présentation, de cet exposé, c'est un petit peu de une partie technique pour expliquer comment les choses marchent. Mais l'idée, c'est un petit peu d'insister sur l'aspect décentralisation en écho au thème de ce festival. C'est-à-dire les systèmes peer-to-peer. Moi, j'ai commencé à travailler en fait il y a près de 15 ans maintenant sur les systèmes peer-to-peer. Et essayer de faire un petit peu la différence entre décentralisation, système peer-to-peer. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est une prolongation de certaines des idées qui existaient dans le peer-to-peer? Est-ce qu'on va un petit peu plus loin? Essayer aussi d'en comprendre les limites. Donc les limites, elles sont d'ordre technologique, mais pas seulement. Elles sont aussi beaucoup d'ordre humain. Et puisque le système que je connais le mieux, c'est AIEXEC, on va essayer d'illustrer tout ça en parlant d'AIEXEC. Donc c'est une présentation assez franche et ouverte. Je vais vous dire clairement les difficultés qu'on rencontre et comment est-ce qu'on essaie de les dépasser. Voilà, donc c'est parti. Donc l'agenda, c'est le suivant. Alors, je suis désolé, j'ai pas traduit les transparents, j'espère que vous m'en voudrez pas. D'abord, on va commencer par faire une introduction aux places de marché décentralisées, essayer de comprendre la différence entre place de marché décentralisée et place de marché centralisée. On survolera AIEXEC de façon à ce que vous compreniez un petit peu les concepts principaux, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on essaie de réaliser. On essaiera de comprendre l'implication en termes de business model et d'utilisation et d'usage du fait de rentrer dans la décentralisation ou l'économie décentralisée, comme vous préférez l'appeler. On verra aussi, alors ça c'est la partie technique, quelques défis d'implémentation. Donc ça c'est une partie qui intéressera plutôt, je pense, les gens qui s'intéressent au système peer-to-peer, aux blockchains, aux crypto-monnaies. Puis à la fin on fera une conclusion extrêmement rapide. Je ne vois absolument pas si vous levez la main pour me poser des questions, mais si vous en avez, agitez les 2 mains très haut et très fort, et peut-être que je vous verrai. Donc les places de marché décentralisées. Une place de marché décentralisée, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, on peut la définir par opposition à une place de marché centralisée. Une place de marché centralisée, qu'est-ce que c'est? C'est typiquement eBay, Uber, Airbnb. C'est vous avez des acheteurs, vous avez des vendeurs, et la place de marché a pour rôle de mettre en relation une offre avec une demande. D'accord ? Dans une place de marché centralisée, c'est un acteur qui fait ça. Quand vous allez chez Uber, c'est lui qui va vous mettre en relation avec un chauffeur. Une place de marché décentralisée, c'est là où ça rejoint l'idée des systèmes peer-to-peer, c'est que ce qu'on veut, c'est que les gens fassent entre eux directement les interactions qui mèneront à cet échange de services, à cet échange de valeurs. Et donc, on n'a pas de point central dans le système, on n'a pas de tiers de confiance. Les gens doivent se trouver eux-mêmes, doivent échanger la valeur eux-mêmes, et on doit avoir des protocoles ou des systèmes, peu importe, mais qui rendent compte du fait que oui, le service a été bien rendu, donc le paiement doit avoir lieu. Alors, pour implémenter ce type de système, on peut utiliser les blockchains. On pourrait probablement le faire sans blockchain, mais c'est quand même la techno qui est la plus efficace pour faire ça, dans le sens où déjà, une blockchain, c'est capable de transmettre de la valeur. Une blockchain, rappelez-vous, c'est la technologie qu'il y a en dessous, par exemple, de Bitcoin, comme Pierre nous a expliqué tout à l'heure. Donc dans les blockchains un petit peu plus évoluées que Bitcoin, disons, telles que Ethereum par exemple, on a la possibilité de les programmer. Et lorsqu'on les programme, on déploie des petits programmes qu'on appelle des smart contracts. Et ce sont ces smart contracts qui vont contenir toute la logique, tout le protocole qui fait qu'on peut vérifier, on peut faire la publicité du service, on peut provisionner ce service et on peut éventuellement avoir des protocoles qui se rendent compte que le service a été bien réalisé. Donc, je vous ai donné un certain nombre d'exemples de places de marché décentralisées. Pour l'instant, je dirais que celles qui fonctionnent le plus, ce sont les places de marché qui visent à échanger des crypto-monnaies. Donc, par exemple, vous voulez vendre une crypto-monnaie sur Ethereum, un token, et vous voulez l'échanger contre un autre token. Donc ça fonctionne très bien. C'est vraiment en place et ça fonctionne, on va dire.
Un des points qui est important, c'est que les places de marché décentralisées, ce sont ce qu'on appelle, c'est une forme particulière d'application décentralisée. Et donc, ce qu'on attend de ces applications décentralisées, c'est qu'elles aient un certain nombre de caractéristiques qui, finalement, sont des sortes d'extensions des caractéristiques qu'on a avec les blockchains publiques type Bitcoin. Donc, par exemple, ce que Pierre a expliqué, quand vous avez un Bitcoin et que vous le transférez à un autre, quand Alice veut transférer un Bitcoin à Bob, on attend du système qu'il soit on attend du système qu'il a un certain nombre de propriétés. Donc, par exemple, on veut qu'il soit résistant à la censure, donc censorship résistant. On veut que personne n'ait la possibilité d'empêcher ce transfert de Bitcoin. D'accord ? C'est vraiment un des intérêts, c'est une des promesses, des propositions de valeur des crypto-monnaies. Hein, on veut que le système soit autonome, qu'il fonctionne tout seul, sans qu'il y ait quelqu'un qui ait besoin de le maintenir. On veut qu'il soit transparent, donc que tout le monde ait accès à toute l'information. On veut qu'il soit unstoppable, c'est-à-dire que si jamais vous déclenchez cette transaction, personne ne doit avoir la possibilité d'empêcher la transaction. Donc là, c'est pareil pour une place de marché. Qu'il soit sécurisé, évidemment. On ne veut pas que quelqu'un puisse transférer vos bitcoins à votre place et qu'il soit résilient, c'est-à-dire qu'il fonctionne tout le temps. Donc l'idée des applications décentralisées en général et des places de marché décentralisées en général, c'est de construire des systèmes qui aient les mêmes propriétés. Et une place de marché décentralisée, ça va être ça. Hein. Donc typiquement, ça va être une place de marché où à aucun moment un acteur peut avoir une place prédominante. Si vous faites une offre, personne ne doit être capable d'enlever votre offre. Personne ne doit être capable de modifier votre offre ou personne ne doit être capable de prendre une offre à la place à votre place. L'idée, c'est de créer des systèmes des marchés qui soient aussi efficients, disons, que le Bitcoin. Alors, pourquoi est-ce que c'est important ? Si jamais on compare, donc là c'est un tableau que j'ai pris dans un article qui a été publié dans les communications de l'ACM, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour que vous compreniez bien l'intérêt d'une place de marché décentralisée par rapport à une place de marché centralisée. Au cœur de ça, à mon avis, une des notions essentielles, c'est les questions de liberté. Hein, tous les gens qui ont eu à faire du business à un moment ou un autre avec des acteurs prédominants comme Uber, comme Airbnb et consorts, se rendent bien compte que le fait de passer par ces géants économiques, ça pose problème. Donc typiquement, les gens qui avaient des sites web au moment où Google a changé l'algo de PageRank, il y en a qui ont perdu dans le classement et donc qui ont perdu énormément de leur business. Dans Airbnb, ou dans Uber, par exemple, quand Uber décide de changer les frais de rémunération des chauffeurs, ils ne sont pas toujours très contents, on entend parler. Donc là, l'intérêt des places de marché décentralisées, c'est que puisqu'on s'appuie sur une sorte de consensus humain, on connaît les règles du marché, on les déploie sur la blockchain, on est garanti que personne ne pourra changer ça. Sauf s'il y a un consensus social qui vise à changer les règles du marché. Donc ça, d'un point de vue économique, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Donc là, je vais vous décrire un petit peu iExec, donc comment est-ce qu'on fonctionne et ce qu'on fait, histoire que vous compreniez, que vous ayez une idée concrète de à quoi ça peut servir, à ce qu'on peut faire avec. Donc nous, on fait une place de marché décentralisée pour les ressources, on va dire les ressources informatiques type cloud. Donc par ressources informatiques, ce qu'on comprend, ce sont des serveurs qu'on a envie d'utiliser, des applications, donc vous avez familier du cloud, vous pouvez penser à Software as a Service, c'est un petit peu la même chose, voire même des jeux de données. Donc c'est une marketplace décentralisée et les gens peuvent donc offrir ces ressources, enfin les mettre en location en quelque sorte, ou les acheter. D'accord ? Donc vous pouvez monétiser par exemple vos jeux de données. Chaque fois que quelqu'un va utiliser votre donnée, il devra vous payer. Donc on utilise la blockchain Ethereum pour déployer tout ça. Et donc, évidemment, les gens peuvent interagir directement entre eux sans autorité centrale. Donc, pourquoi est-ce que c'est important ? Pour deux raisons. D'abord, parce qu'on a une nouvelle classe d'applications qui arrive sur les réseaux, qu'on appelle les applications décentralisées. Elles ont besoin d'une infrastructure. Et cette infrastructure, pour qu'elle existe, elle doit exister selon le même type de principe que la blockchain. On ne s'attend pas à ce que quelqu'un qui construit une application un petit peu complexe, qui utilise par exemple Ethereum, tout d'un coup se retrouve devoir dépendre d'un acteur centralisé comme Amazon Web Services. Ça serait assez dissonant, au moins d'un point de vue cognitif. Et puis l'autre raison, c'est qu'on a aussi besoin que le cloud évolue, le cloud tel qu'il existe maintenant, qu'il évolue, et on veut des choses qui soient plus efficaces, enfin moins chères d'un point de vue économique,
plus efficace d'un point de vue énergétique, et voire même plus efficace d'un point de vue performance. Et ça, on sent bien que avec l'avènement de l'Internet des objets, l'avènement de la 5G et toutes ces choses-là, le cloud centralisé tel qu'il est maintenant, on a des énormes data centers, et si vous voulez commander une pizza depuis Paris, en fait, toute l'information part en Irlande, puis revient à votre voisin. Ça, on ne peut pas continuer comme ça. On doit de toute façon changer ces data centers, les casser, enfin au moins en partie, et les distribuer au plus près possible de là où les données sont produites et consommées. Donc derrière, il y a quand même, je pense, des intérêts industriels aussi qui sont, à mon avis, extrêmement importants. Donc cette place de marché, elle existe. La façon dont les gens vont interagir entre eux, c'est en utilisant ce qu'on appelle un token. Donc un token, c'est une monnaie, une crypto-monnaie que l'on a créée. C'est l'unique moyen pour les gens de procéder au paiement pour le service qui est rendu. Donc pourquoi avoir créé une crypto-monnaie? L'intérêt d'une crypto-monnaie, c'est que c'est une technologie en elle-même. Donc, autour de cette crypto-monnaie, on peut créer les protocoles, on peut développer les protocoles, on peut développer les algorithmes qui manipulent cette crypto-monnaie et qui permettent, in fine, d'implémenter cette place de marché décentralisée. Donc, la question, c'est est-ce qu'on aurait pu le faire sans? Ça aurait été très compliqué. Si on avait dû faire la même chose en utilisant, par exemple, des euros et des paiements par carte bancaire, évidemment, ça aurait été très compliqué. Donc, c'est l'intérêt de la technologie, ce qui nous a incité à le faire. Donc, on a créé cette crypto-monnaie, on l'a produite en avril 2017. On l'a vendu. Pour que ça fonctionne, la crypto-monnaie doit avoir une valeur. Et la façon la plus simple de donner une valeur à une monnaie, finalement, c'est de la vendre. Donc on a créé 87 millions de jetons. On les a vendus durant ce qu'on appelle une ICO. Je ne sais pas si vous êtes familier du terme. C'est-à-dire une Initial Coin Offering. On a fait ça en avril 2017. On a vendu, je crois, en 2h30. Donc ça a été très rapide, pour environ 12 millions de dollars. Et c'est comme ça que la société maintenant se développe et produit les technologies qui mettent en œuvre le RLC. Alors brièvement, j'ai essayé de vous expliquer un petit peu comment est-ce que ça marche. Vous avez une idée un petit peu du fonctionnement. Donc vous avez des utilisateurs qui veulent accéder à des ressources informatiques. Donc typiquement, ils veulent utiliser des applications. Donc ils vont vers d'abord une sorte de catalogue d'applications, un petit peu comme l'App Store qu'il y a sur votre téléphone. Ils peuvent choisir une des applications, puis ensuite ils vont aller sur une place de marché où va exister plusieurs offres de serveurs, choisir les serveurs qui leur conviennent en fonction du prix pour lequel ils sont prêts à payer, utiliser éventuellement des jeux de données, puis des machines, ma foi, sur Internet vont être mises en œuvre pour exécuter ces applications. Donc ce qu'on appelle dans notre terminologie des workers. Donc ça peut être des machines de tout ordre. Ça peut être des serveurs dans des data centers, ça peut être votre laptop par exemple, s'il est inutilisé et que vous avez envie de gagner un petit peu d'argent, vous pouvez le mettre à disposition et le vendre. Alors puisque c'est des machines sur Internet, vous dites mais il y a peut-être des problèmes de sécurité parce qu'après tout quelqu'un pourrait dire ok, moi je vais faire ce calcul-là, je vais demander l'argent pour réaliser ce calcul, mais le résultat je ne le renverrai pas. Parce que ça occupe ma machine pendant 1 heure, ça me prend un petit peu d'électricité. Donc je vais tricher, je vais renvoyer un résultat qui est faux. Donc pour éviter ça, on a développé ce qu'on appelle un algorithme de consensus, qu'on appelle le proof of contribution, la preuve de contribution. Et cet algorithme, il s'assure que lorsque quelqu'un demande à exécuter quelque chose avec un certain niveau de confiance, on est sûr que le réseau lui a donné le même niveau de confiance que ce qu'il avait demandé. Donc on n'est pas sûr que le résultat est vrai. On est sûr que si jamais la personne avait demandé avec un très faible niveau de confiance, ce qui entraîne un prix assez bas, il a un calcul qui est probablement peut-être vrai. S'il a demandé un très haut niveau de confiance qui entraîne automatiquement un prix plus élevé, alors il a un résultat qui est avec de grande probabilité d'être juste. Et à la fin, l'utilisateur récupère son résultat. Donc, le modèle de transaction pour ce type de système, c'est le suivant. On a un requester, donc c'est celui qui initie l'exécution d'une application. Et lorsqu'il initie l'exécution d'une application, il va prendre les ressources de trois fournisseurs différents, celui qui fournit l'application, celui qui fournit le jeu de données et celui qui fournit la machine. D'accord ? Donc une transaction, c'est ça. C'est cette espèce de triplet qu'on met ensemble. Hein, et le paiement arrive lorsqu'on détecte que le calcul
et a été validé en quelque sorte, le paiement a lieu automatiquement. Donc, ce qui est important, c'est que lorsque l'on développe des choses sur la blockchain, on doit décider, une blockchain, il faut comprendre quelque chose. Une blockchain, ça coûte extrêmement cher à utiliser. Beaucoup plus cher qu'une base de données, par exemple. Donc le prix, à chaque fois que vous interagissez avec la blockchain, vous devez payer pour cette interaction. C'est ce qu'on appelle les frais de transaction. À chaque fois que vous devez stocker des informations sur une blockchain, vous devez payer pour ce stockage, et c'est extrêmement cher. Je veux dire, vous ne pouvez pas stocker une image, par exemple. Vous ne pouvez stocker que quelques informations. Vous ne pouvez pas stocker un document, vous pouvez stocker la preuve du document. Et pareil pour l'exécution de programmes. Donc lorsque l'on doit concevoir des systèmes tels qu'une place de marché décentralisée qui utilisent les blockchains, on doit faire très attention à ce qu'on met sur la blockchain et ce qu'on garde en dehors de la blockchain. Et en tant que concepteur de système, on doit faire cet équilibre entre stocker le minimum de choses sur la blockchain pour éviter de payer cher et malgré tout garder un maximum de confiance et un maximum de sécurité pour tout ce qui arrive pour l'ensemble du protocole qui fonctionne hors chaîne. Donc typiquement, par exemple, dans le cas d'iExec, la façon dont on a résolu ça, c'est que ici, toutes les informations qui servent à fournir la description de ma machine, fournir la description de mon application ou de mon jeu de données, tout cela apparaît hors chaîne. Et à chaque fois qu'on émet des ordres, on dit maintenant je suis prêt à louer ma machine pour 1 heure à tel prix, cet ordre-là, il n'est pas stocké sur la blockchain. Il peut, je veux dire, on peut l'utiliser, on peut l'imprimer sur un QR code, le mettre à la boucherie du coin, et la personne pourrait venir avec un téléphone le scanner. Ça pourrait être possible. Par contre, lorsqu'on a les ordres qui proviennent de ces 3 différents fournisseurs et qui matchent un ordre d'achat d'un requester, on signe ce qu'on appelle un deal, et ce deal, lui, il est enregistré sur la blockchain. Ce qu'on enregistre, c'est la preuve du deal qui est signé. Et à partir de là, le protocole peut commencer. Alors, on a dû aussi, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je risque de perdre pas mal de certains d'entre vous, on a dû développer ce qu'on appelle un algorithme de preuve de contribution. Donc, le preuve de contribution, c'est un algorithme qui vise à dire, voilà, quand quelqu'un a utilisé une machine externe, que cette machine, personne ne la connaît, hein, c'est une machine, après on ne peut pas avoir confiance en elle, on a un algorithme qui doit dire, bon, bah, à la fin, moi j'accepte ce résultat parce que j'ai l'impression que j'ai suffisamment confiance dans le résultat qui a été produit. Donc l'algorithme il marche comme ça, je vais vous donner seulement certaines clés, mais les plus intéressés d'entre vous pour regarder un petit peu ce qu'on a écrit sur le sujet. Mais l'algorithme fonctionne comme ça. L'idée, c'est de dire, voilà, avant qu'un participant exécute une application, il va devoir mettre en jeu une certaine somme d'argent. Donc, par exemple, si moi je veux participer, j'ai mis mon laptop, la tâche qui va m'être allouée coûte, par exemple, 1 $, je vais devoir mettre 30 centimes en jeu. J'exécute cette tâche. Si le niveau de confiance qui m'est attribué, ce niveau de confiance provient des différentes tâches que j'ai déjà exécutées dans le passé, si ce niveau de confiance est suffisant, peut-être que le résultat sera accepté immédiatement. Si le niveau de confiance n'est pas suffisant, alors on va reprendre cette tâche, on va l'attribuer à une autre personne jusqu'à ce que le niveau de confiance soit suffisant. Donc la même tâche peut être exécutée potentiellement par plusieurs personnes, et ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on compare le résultat. Donc ceux qui avaient un résultat similaire gagnent la partie, ils récupèrent le paiement de l'exécution de la tâche et ils récupèrent leur caution. Par contre, ceux qui avaient un résultat qui était différent par rapport au consensus, on détecte qu'ils se sont mal comportés. S'ils se sont mal comportés, évidemment, ils ne sont pas payés. Mais en plus, on prend leur argent et on le donne à ceux qui se sont bien comportés. Donc pourquoi est-ce que c'est important de faire comme ça? Parce que finalement, ce qu'on arrive à montrer, c'est qu'il n'y a pas d'espérance de gain positif à mal se comporter. Et ce qui est intéressant, c'est que ce type d'algorithme, on peut le faire globalement grâce aux blockchains et grâce aux crypto-monnaies. D'accord? C'est justement parce que vous avez un système. Il faut bien comprendre que les gens nous confient mettent de l'argent dans le système, et s'ils se comportent mal, voilà, on les punit, on leur prend l'argent, on le redistribue. Donc ce n'est pas iExec qui fait ça. Hein, c'est les smart contracts qui sont déployés sur la blockchain, qui sont open source, qui sont transparents, qui sont infalsifiables, sur lesquels on ne peut pas modifier. Donc quand vous rentrez dans le système, et c'est vraiment l'intérêt des places de marché décentralisées, vous pouvez mettre de l'argent dans le système et vous savez exactement comment est-ce qu'il va être utilisé, pourquoi. Vous avez une traçabilité complète de pourquoi est-ce que vous avez perdu votre stake, par exemple. Donc ça, c'est vraiment un des points clés
pour lesquels on peut faire ce type d'algo et pour lesquels on ne pouvait pas le faire avant. Par exemple, à l'époque des systèmes peer-to-peer, il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on ne pouvait pas faire ce type d'algorithme parce que justement, on n'avait pas la possibilité qu'offrent les blockchains publiques de manipuler des crypto-monnaies et de déployer des smart contracts. La décentralisation, c'est différent du peer-to-peer. Alors, l'acceptation commune du peer-to-peer, généralement, c'est du point de vue de l'organisation des systèmes distribués. Donc généralement, les gens disent, bon là, il y a deux types de systèmes. Vous avez les systèmes client-serveur, donc ça c'est le web tel que vous le connaissez. Vous avez un serveur web, et le client c'est votre navigateur, et votre navigateur se connecte au serveur web pour récupérer l'information. Puis vous avez les systèmes organisés de façon peer-to-peer. Alors là, on n'a pas de serveur. Ce qu'on a, c'est un ensemble de nœuds, et tous les nœuds se comportent de la même façon. Et on n'a pas de différenciation de rôle entre les différents nœuds. D'accord. Donc l'exemple peut-être que vous connaissez, c'est BitTorrent. Peut-être que vous avez déjà utilisé BitTorrent pour télécharger des fichiers. Quand vous avez un client BitTorrent, vous êtes à la fois en train de télécharger un fichier et en même temps, vous êtes en train de diffuser ce fichier envers les pairs qui se sont connectés à vous. C'est comme ça que fonctionne BitTorrent. La décentralisation, c'est différent des systèmes peer-to-peer dans le sens où là où on essaie de mettre l'accent, c'est pas tant sur l'organisation informatique du système, c'est plutôt sur l'organisation économique du système. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que des gens aient de rôle prédominant dans l'organisation économique ou sociale du système, dans la gouvernance du système. Par contre, le système lui-même, comme il est organisé, on peut avoir des serveurs dans un système comme IExec. D'ailleurs, nous, on a des serveurs. Il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont de la responsabilité d'IExec, qui ne sont pas de la responsabilité du réseau. Donc, par exemple, on a un dApp Store. Un dApp Store, c'est une liste triée, enfin, pas triée, mais disons maintenue, dans lequel on décide, nous, sous notre propre responsabilité, de lister des applications. Donc c'est nous qui décidons, voilà, celle-là elle nous plaît, on la met dedans, celle-là elle ne nous plaît pas, c'est un truc de pédophilie, whatever, on va pas la mettre dedans, d'accord? Mais par contre, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'avoir son propre dApp Store et de mettre ses applications dans le système. Donc on a notre responsabilité, mais à aucun moment on peut empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent. Et même, je dirais plus que ça, on encourage tout le monde à créer ce type voilà, ce type d'App Store. Donc, par exemple, quelqu'un qui serait un spécialiste de l'intelligence artificielle aurait tout intérêt à créer son propre vertical économique autour de l'intelligence artificielle, du deep learning et des choses comme ça. Donc, une des choses aussi qui est assez intéressante, sur laquelle je voulais dire un petit mot, c'est que dans une blockchain publique comme Ethereum, finalement, vous avez de plus en plus de services qui coexistent au sein de cette blockchain et avec lesquels il devient extrêmement facile d'interagir de façon informatique, c'est-à-dire que on peut facilement déclencher du service chez quelqu'un d'autre, mais aussi d'un point de vue business. Donc on peut facilement créer des transactions, payer, avoir de la qualité de service et des choses comme ça. Donc par exemple, nous, de notre point de vue, c'est pour vous donner quelques exemples d'usage, mais on est de plus en plus intégré avec des services, par exemple, qui offrent automatiquement de la conversion entre des représentations du dollar et le token qu'on manipule, le RLC. D'autres exemples, on a des gens qui commencent à faire de l'assurance. Donc on pourrait imaginer se dire, bon ben voilà, dans IExec, finalement, ce que je peux faire, c'est je vais mettre un niveau de confiance très bas pour l'exécution de mon résultat. Donc il y a une chance qui passe, j'ai une chance, puisque le niveau de confiance est bas, j'ai une chance d'obtenir un résultat faux, mais néanmoins acceptable, parce qu'il est passé à travers, de manière avec succès, à travers le protocole de preuve de contribution. Donc on pourrait dire, bon, bah, dans ces cas-là, je peux décider de l'assurer et de dire, voilà, quand j'aurai un résultat faux, il m'a coûté moins cher, soit, mais je paye une petite assurance, et si vraiment il est faux, bah, c'est l'assurance qui paiera pour la réexécution. Bon, je ne sais pas si c'est un vrai intérêt économique, mais c'est typiquement des choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas imaginer faire avec le cloud actuel. Donc une des choses qui est intéressante avec ces places de marché décentralisées, c'est que ça introduit de nouveaux usages et de nouvelles perspectives économiques sur l'utilisation sur la création des marchés, sur la mise en œuvre des marchés. Donc pour vous donner un exemple, actuellement, si vous utilisez le cloud, si vous êtes une petite start-up, par exemple, une start-up, et que vous devez déployer vos applications sur Amazon Web Services, ça fonctionne comme ça. Donc d'abord, vous êtes dépendant
d'un fournisseur de cloud. Vous allez choisir par exemple Amazon Web Services, vous êtes dépendant de lui, vous adressez spécifiquement à ce fournisseur qui a sa propre pile logicielle, sa propre pile technologique. Donc lorsque vous vous connectez, vous avez ce qu'on appelle un catalogue d'instances, ça correspond aux différentes machines que vous pouvez utiliser. Chacune ont un prix. Il y en a beaucoup, elles ont des caractéristiques très différentes. Et en plus, le prix est différent en fonction des régions, selon que ce soit Europe, Amérique du Nord, différentes régions d'Amérique du Nord. Donc faire la comparaison des prix, c'est déjà extrêmement difficile. En plus, là, vous payez juste pour l'utilisation de la machine. Quand on rajoute le réseau, quand on rajoute le transfert des données, le stockage des fichiers, avoir une idée du pricing, c'est extrêmement difficile, au sein même d'un seul fournisseur. Mais faire la comparaison entre différents fournisseurs de cloud, ça devient clairement très compliqué. Ici, l'idée, c'est que finalement, on va créer un marché unique et on va considérer la puissance de calcul comme une matière première, comme une commodities, comme disent les Américains. Et donc ça, c'est radicalement nouveau. C'est vraiment une nouvelle façon de voir les choses. Donc l'idée, c'est que finalement, on considère que la puissance de calcul, c'est comme l'essence. Quand vous mettez de l'essence dans votre voiture, peu importe que ça vienne d'une raffinerie au Venezuela, en Iran ou en Algérie, tout ce que vous voulez, c'est que la voiture avance une fois que vous avez mis l'essence dedans. Bon, là, c'est un petit peu pareil. On va sur un marché, peu importe qui a fourni la puissance de calcul, ce qu'on veut, c'est que l'application s'exécute. Et donc, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est l'interface que nous, on offre. Vous voyez, ça ressemble vraiment à une interface de trading. Vous avez un carnet d'ordre avec des ordres d'achat, des ordres de vente. Vous avez le prix en RLC qui fluctue au cours du temps. Et à chaque moment, vous avez le meilleur prix possible dans le carnet d'ordre pour acheter ou pas de la puissance de calcul. Si vous êtes familier des trucs de trading comme, je ne sais pas, Boursorama ou Pemium, vous serez certainement familier avec ça. Alors, une des choses, bon, je peut-être, vu le temps qui m'est imparti, je pense que je vais aller rapidement sur les parties techniques. Donc, je vais passer ça. Et je vais juste insister sur un point qui est à mi-chemin entre la technique et, on va dire, les aspects un peu plus sociaux, qui est la gouvernance. Alors, la gouvernance, donc, pourquoi est-ce qu'on a des questions de gouvernance? Et qu'est-ce que c'est que la gouvernance dans une blockchain? La gouvernance dans une blockchain, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que finalement, donc vous devez décider. Donc vous avez un ensemble. Une blockchain, c'est deux choses différentes. C'est un ensemble de données qui sont ordonnées dans un registre, et puis c'est un ensemble de machines qui maintiennent ces données et qui établissent le protocole de consensus qui va décider de si une transaction est inclue ou pas dans un bloc, et donc inclue dans la blockchain, et donc va bouger un Bitcoin d'un point A à un point B. Donc la gouvernance, c'est l'ensemble des interactions entre les gens et la façon dont ce réseau est in fine administré par des personnes. Donc, dans une blockchain publique, c'est quelque chose de particulièrement obscur. Bitcoin, Ethereum, finalement, on ne sait jamais vraiment qui a le pouvoir. Est-ce que c'est les développeurs qui écrivent le code? Est-ce que c'est les mineurs qui ont l'infrastructure? Donc, je crois que samedi, vous avez un exposé de Primavera de Philippines, donc elle en parlera peut-être. Et c'est vraiment une très très grande spécialiste de ces questions. Je vous encourage vraiment à aller voir son exposé. Donc nous, le problème qu'on a, c'est que dans une blockchain comme iExec, dans une place de marché décentralisée, si on met tout sur la blockchain publique, on paye trop cher. C'est-à-dire que si jamais je mets tout le protocole sur une blockchain publique, à chaque étape du protocole, il faut plusieurs interactions, et l'overhead dû aux interactions avec la blockchain finit par être plus cher que l'utilisation même du service. Donc c'est de toute façon non compétitif par rapport à Amazon. Donc pour éviter ça, ce qu'on fait, c'est qu'on crée ce qu'on appelle des sidechains. Donc on crée des chaînes, ce sont des blockchains qu'on met à côté de la blockchain principale, qui ne transmettent pas de valeur. Donc l'intérêt, c'est que puisqu'elles ne transmettent pas de valeur, on peut les construire sur des principes technologiques un petit peu différents. On n'est pas obligé de brûler de l'électricité comme dans Bitcoin, on n'est pas obligé d'avoir cette espèce de contrepartie économique. Donc on est plus efficace, c'est génial, on ne paye plus de frais de transaction, c'est parfait, on est infiniment plus rapide. Jusque-là, très bien, tout va bien. Et donc on fait marcher ces sidechains en conjonction avec la blockchain principale qui, elle, transmet la valeur, transmet le token et assure la sécurité. Le problème, c'est que cette sidechain, qui l'a fait tourner, comment et selon quel principe économique? Qui est intéressé au système?
Voilà, donc ça, c'est des questions qui sont très intéressantes. Je voulais un petit peu terminer sur des problèmes ouverts. Donc nous, pour l'instant, on est juste en train de commencer à travailler dessus. On a une solution technique qui fonctionne, donc on arrive à mettre en œuvre une sidechain, on arrive à faire les transmissions entre la sidechain et mainnet. Et donc les questions auxquelles il faudra que les gens, et que nous on réponde aussi, c'est effectivement comment est-ce qu'on fait pour gérer ces problèmes de gouvernance dans ces sidechains. Voilà, donc en conclusion, bon, moi je dirais que, pour ouvrir sur quelque chose d'un peu positif, je dirais que pour moi les blockchains publiques ont commencé avec les crypto-monnaies. Actuellement, on voit pas mal d'applications dans tout ce qui est la finance décentralisée. Donc, par exemple, vous pouvez faire des prêts en utilisant des blockchains publiques. Moi, je pense, je fais un pari, peut-être je me tromperai, mais je pense que les places de marché décentralisées, ça peut être une des grosses applications dans le futur pour les blockchains publiques. J'y vois un intérêt. Je ramènerai toujours ça à la liberté. Je dirais que c'est un petit peu comme le logiciel libre. Au début, les gens ne comprenaient pas. Ils disaient le logiciel libre, c'est nul, c'est gratuit, ça ne marche pas. Et puis, bon, maintenant, l'industrie en général et un peu tout le monde se rend compte que c'est quelque chose d'extrêmement important d'avoir cette liberté quand on utilise des logiciels. Et on a un certain nombre de challenges compliqués à résoudre d'un point de vue technique. Alors, je ne suis pas rentré dans les détails parce que c'était peut-être un petit peu compliqué. Techniques, mais pas seulement, y compris sociaux, sur la façon dont on doit s'organiser. Donc ça rejoint, je pense, beaucoup de ce qui a été fait dans les systèmes peer-to-peer. Et donc voilà, ceci conclut cet exposé. Merci.